La Floride vient de larguer des millions de souris mortes dans les Everglades pour combattre l'invasion des pythons birmans. Et ce qui s'est réellement passé sur le terrain a stupéfié absolument tout le monde. Un mardi matin, le technicien animalier Marcus Reyes se penche hors d'un hélicoptère au-dessus d'Alligator Alley, plonge la main dans un sac en toile et lâche la première souris en direction de la canopée en contrebas. Chaque souris transporte quelque chose à l'intérieur. Chaque souris est attachée à une petite banderole en carton conçue pour s'accrocher dans les branches. Et ce que personne n'avait anticipé, ce n'est pas le nombre de serpents tués, c'est tout le reste. Reyes n'agit pas en dehors du cadre officiel. Il n'improvise pas. Il se trouve exactement là où l'État de Floride souhaite qu'il soit. À 60 mètres au-dessus d'Alligator Alley, il actionne une machine de distribution boulonnée au plancher de l'hélicoptère. 900 cartouches d'appât par chargeur, 4 chargeurs à bord, 3600 souris relâchées avant le premier rechargement. Chacune est reliée à une ailette en carton qui capte le vent lors de la descente, s'en mêle dans les branches supérieures et maintient l'appât suspendu dans la canopée au lieu de le laisser tomber au sol, conçu pour rester là, en attente. Et à l'intérieur de chaque souris, quelque chose a été ajouté, quelque chose de légal, quelque chose de tout à fait ordinaire, quelque chose qui se trouve en ce moment même dans votre armoire à pharmacie. Des scientifiques proposeront d'étendre ce programme à des millions de largages à travers le sud de la Floride. La cible, c'est le python birman. La raison pour laquelle ce plan pourrait réellement fonctionner est la partie la plus surprenante de cette histoire. La raison pour laquelle il pourrait échouer est encore plus troublante. Le serpent dont la Floride n'arrive pas à se débarrasser. Commençons par les chiffres, parce que ce sont eux qui ont ruiné toute confiance envers les approches conventionnelles. Depuis 2017, les agences d'État et les chasseurs agréés réunis ont retiré plus de 10 000 pythons birmans des terres sauvages de Floride. Le défi annuel du python, une compétition organisée par l'État et attirant des centaines de chasseurs, ne capture qu'entre 100 et 200 serpents par événement. Des contractants gouvernementaux travaillent en toute l'année. Des chasseurs privés arpentent les digues la nuit, lampes frontales allumées et mains nues. Et voilà ce que personne ne veut dire clairement, ça ne fonctionne pas. Il faut en moyenne 12 heures de travail combiné des agences pour capturer un seul python. Un investissement colossal, un résultat modeste. Personne ne connaît le chiffre exact de la population. Les meilleures estimations vont de quelques dizaines de milliers, jusqu'à des chiffres que les gestionnaires de la faune sauvage évitent activement de mentionner en public. Ce sur quoi tous les modèles s'accordent, c'est que la reproduction des pythons dépasse le rythme des captures dans des proportions qu'aucun programme de chasse classique ne peut combler. Une seule femelle peut pondre jusqu'à 100 œufs par couvée. Ces serpents sont invisibles dans les herbiers de scie. Ils ne se comportent pas comme des proies, ils se comportent comme des fantômes. Les pythons birman sont arrivés en Floride, presque certainement via le commerce d'animaux exotiques, des jeunes vendus à bas prix lors d'expositions de reptiles, puis relâchés dans la nature une fois devenus ingérables, ce qui arrive vite quand une curiosité de 60 cm devient un prédateur de 5 mètres pesant 75 kg, capable d'avaler un cerf entier. Des scientifiques ont retrouvé des cerfs intacts dans des estomacs de pythons. Sabots, bois, animal complet. Les populations de ratons laveurs dans certaines parties des Everglades se sont effondrées de 90%, opossums, lapins, oiseaux aquatiques. Le python applique un seul critère à tout ce qu'il rencontre. Est-ce que ça rentre en moi? Les Everglades ont répondu à cette question en devenant le paysage le plus favorable aux pythons en dehors de l'Asie du Sud-Est. Des herbiers denses, une eau chaude à perte de vue, pas d'hiver. Toutes les stratégies d'élimination conventionnelles butent sur le même plafond. On ne peut pas chasser un animal qu'on ne trouve pas. On ne peut pas piéger un prédateur qui n'a pas besoin d'appât. On ne peut pas empoisonner un serpent quand le poison tue tout le reste dans l'eau. Alors les chercheurs ont arrêté de se demander comment les traquer et ont commencé à poser une question différente. Et si la nourriture elle-même pouvait devenir l'arme? Pour trouver la réponse, ils ont dû se tourner vers une île que la plupart des Américains n'ont jamais envisagée.
un endroit où le cauchemar durait déjà depuis 40 ans. À 8000 miles à l'ouest de la Floride, une petite île du Pacifique occidental avait vécu sa propre version de cette crise des décennies, avant qu'il existe le moindre manuel pour y faire face. En 1952, un serpent brun des arbres débarqua à Guam à bord d'un cargo militaire. Il était banal. Environ 1 mètre de long, légèrement venimeux, pas agressif envers les humains. Dans les premières années, les biologistes le répertorièrent à peine. Rien ne laissait supposer qu'il aurait la moindre importance. Ils n'avaient aucune idée de ce à quoi ils avaient affaire. Les oiseaux de Guam avaient passé des milliers d'années à évoluer sans le moindre prédateur au sol. Ils nichaient sur des branches basses. Ils pondaient leurs œufs dans l'herbe à découvert. Ils ne portaient en eux aucune crainte instinctive des serpents, car rien ne les avait jamais menacés par en bas. Pas de réflexe d'alarme, pas de comportement d'évitement acquis. Pour le serpent brun des arbres, ce n'était pas un écosystème, c'était un garde-manger sans verrou. La docteure Julie Savage est arrivée à Guam au début des années 1980, en tant qu'étudiante en master de l'Université de l'Illinois, envoyée pour comprendre pourquoi les oiseaux disparaissaient. Les explications locales pointaient d'abord les pesticides, puis les maladies. Puis elle a commencé à trouver des œufs détruits par des serpents dans des nids abandonnés. Elle a décrit plus tard le moment où la vérité l'a frappée, debout dans une forêt qui aurait dû résonner de chants d'oiseaux, n'entendant qu'un silence absolu et baissant les yeux pour découvrir un serpent brun des arbres à ses pieds. Elle avait compris. Elle a publié ses conclusions en 1987 dans la revue Conservation Biology. La communauté scientifique a été sidérée. À ce moment-là, il était déjà trop tard. Les scientifiques ont fini par enregistrer des densités allant jusqu'à 5000 serpents bruns des arbres par mile carré dans la jungle de Guam. 12 espèces d'oiseaux ont complètement cessé de se reproduire sur l'île. 8 ont subi un effondrement de plus de 90%. Des traditions culturelles, des chants, des cérémonies, des légendes liées à des oiseaux qui existèrent depuis des millénaires ont tout simplement disparu. Les forêts de Guam se sont tues en moins de 40 ans. Les serpents ne se sont pas arrêtés aux oiseaux. Les serpents bruns des arbres grimpent facilement et ne distinguent pas une branche d'arbre d'un câble électrique. Guam a commencé à enregistrer en moyenne environ 200 pannes électriques par an causées par des serpents qui créaient des courts-circuits sur les transformateurs. Les dommages économiques estimés liés à cette invasion ont atteint 4,5 millions de dollars. Et ce chiffre n'inclut pas le coût de la perte des oiseaux eux-mêmes, ces pollinisateurs, ces disperseurs de graines, cette infrastructure biologique invisible qui maintenait toute la forêt ensemble. Le travail de Savage n'a pas seulement documenté une catastrophe, il a lancé une course pour trouver une solution avant que chaque autre île du Pacifique ne connaisse le même sort. Cette course a produit quelque chose qui, au premier abord, semblait complètement insensé. Troisièmement, le médicament dans votre armoire à pharmacie, l'acétaminophène, le principe actif du Tylenol, l'analgésique sur votre étagère de salle de bain en ce moment même. Il est catastrophiquement toxique pour le serpent brun des arbres. Une dose d'environ 80 mg suffit à tuer un individu adulte moyen. Le foie du serpent est incapable de métaboliser ce composé. Il s'arrête complètement. On ne peut pas disperser des comprimés dans une jungle, mais on peut charger 80 mg d'acétaminophène dans une souris morte. On peut fixer cette souris à une banderole en carton conçue pour se prendre dans la canopée, puis la larguer depuis un hélicoptère. Le Centre national de recherche sur la faune sauvage de l'USDA a testé ce concept de piège souris sur le terrain à Guam à partir des années 2000. Le biologiste Brice Ohashi a coordonné certaines des premières opérations à grande échelle. Les premiers essais ont consisté à lâcher environ 2000 souris appâtées dans des sections ciblées de la jungle. Les relevés effectués après les largages ont révélé que les populations de serpents dans les zones traitées avaient chuté de 80%. 80%. En une seule opération. Des campagnes plus importantes ont atteint 30 000 appâts largués en une fois, ciblant de larges portions de l'habitat documenté des serpents. Pas compliqué, pas coûteux. Et ça fonctionnait d'une façon que le piégeage et la chasse conventionnelle n'avaient jamais réussi à égaler.
Puis est venue la connexion qui a fait dresser l'oreille à la Floride. Les pitons birmans sont eux aussi vulnérables à l'acétaminophène, la même voie métabolique qui rend les serpents bruns des arbres sensibles existe chez les pitons birmans. Des chercheurs de l'Université de Floride l'ont confirmé. Le composé de votre flacon de Tylenol est aussi mortel pour un piton birman que pour un serpent brun des arbres. La question qui a suivi était inévitable. Pourquoi pas en Floride? Quatrièmement, pourquoi les jeunes individus sont-ils importants? La réponse commence par un détail biologique qui remonte rarement à la surface lorsque cette idée est évoquée dans les cercles de conservation. Les pitons birmans adultes sont tout simplement trop grands pour que cette approche puisse les atteindre directement. Un individu adulte de 5 mètres pesant 75 kg ne chasse pas des souris. Une souris ne représente rien pour un animal qui avale des cerfs entiers. Pour les adultes, la chaîne alimentaire des Everglades n'inclut rien d'aussi petit qu'un rongeur mort suspendu dans un arbre. Mais les adultes ne sont pas la cible. La docteure Kristen Hart est une herpétologiste à l'Université de Floride qui a passé des années dans des camps de terrain sur le bord oriental du parc national des Everglades, étudiant ce groupe démographique précis. Cette stratégie avait en réalité été conçue pour les juvéniles, les nouveau-nés, les serpents de première et deuxième année. À cette taille, qui correspond approximativement à celle d'un brown tree snake adulte, les souris constituent exactement la proie idéale. Les jeunes chassent activement les petits rongeurs. Et surtout, les pitons juvéniles grimpent. Contrairement aux adultes imposants qui passent l'essentiel de leur temps dans l'eau ou sous un couvert végétal dense, les jeunes pitons se déplacent dans la canopée, sur les branches basses, précisément dans cette zone verticale où une souris à pas suspendue à un ruban de carton finit par se retrouver. Hart a suivi des dizaines de pitons juvéniles grâce à la radiotélémétrie, en fixant de petits émetteurs sur des nouveau-nés et en traçant leur déplacement à travers un terrain que les chasseurs humains peinent à parcourir à pied. Quand les premières données télémétriques lui sont revenues, elle s'est arrêtée net devant son ordinateur de terrain. Les lignes de déplacement ne restaient pas au ras du sol dans les herbes où vivent les adultes. Elles montaient. Les jeunes étaient grimpeurs, explorateurs, toujours en mouvement dans la végétation, chassant tout ce qui était à leur portée. Ce comportement, l'escalade, la recherche active de nourriture, le profil de chasse aux petites proies, constituent le fondement biologique tout entier de la stratégie moussetrope appliquée en Floride. L'appât est conçu avec précision pour la taille et le comportement d'un python juvénile. Et le python juvénile est biologiquement programmé pour poursuivre exactement ce type de proie. Voilà le calcul qui rend tout cela crucial. Une femelle python birmane n'a pas besoin de vivre jusqu'à la maturité reproductive pour maintenir la population. Il suffit simplement de l'empêcher d'y parvenir. Éliminer suffisamment de juvéniles, de manière régulière, sur suffisamment de saisons, sur suffisamment de territoires, et la population adulte cesse d'être renouvelée. La stratégie ne vise pas à supprimer les serpents d'aujourd'hui, elle vise à faire en sorte qu'il n'en reste plus aucun dans 10 ans. Pour couvrir les Everglades et l'ensemble du territoire des pitons dans le sud de la Floride, les chercheurs estiment que le programme nécessiterait des millions de largages d'appât, pas des milliers, des millions, déployés plusieurs fois par an. L'ampleur du projet sur lequel Marcus Reyes travaillait ce mardi matin, au-dessus d'Alligator Alley, est presque impossible à se représenter pleinement. Et c'est là que l'histoire cesse d'être une histoire de réussite. 5. L'effet domino. Car dès lors qu'on largue des millions de souris imprégnées d'acétaminophène dans l'un des écosystèmes les plus riches en biodiversité du continent, on ne peut plus contrôler ce qui d'autre les trouve. Les Everglades, ce n'est pas Guam. Au moment où les largages de souris ont commencé à Guam, l'île avait déjà perdu la majeure partie de son avifaune indigène. Le calcul des dommages collatéraux y avait une toute autre allure, sombre et définitive. L'écosystème était déjà brisé. Les largages géraient une catastrophe en cours. Les Everglades abritent encore 350 espèces d'oiseaux, 60 espèces de reptiles, 40 espèces de mammifères et 50 espèces de poissons. C'est l'un des systèmes écologiques les plus complexes d'Amérique du Nord. Et l'acétaminophène ne tue pas uniquement les pitons. Commençons par les animaux déjà soumis à une pression maximale.
Les populations de ratons laveurs et d'opossums dans les Everglades se sont déjà effondrées d'environ 90% sous l'effet de la prédation des pythons. Ce sont des consommateurs de rongeurs. Une souris morte dans l'herbe n'est pas pour eux un signal de danger. C'est un repas facile. Une population déjà acculée au bord du gouffre par un prédateur invasif reçoit maintenant un second coup venant précisément de la campagne censée combattre ce prédateur. Les dégâts ne s'arrêtent pas à la consommation directe. Un écureuil mange une souris empoisonnée et survit, mais des résidus d'acétaminophène demeurent dans ses tissus. Un hibou attrape cet écureuil. Empoisonnement secondaire. Le hibou apporte la carcasse à ses oisillons. Les jeunes rapaces ne présentent aucune tolérance à cette substance. C'est ainsi qu'un seul largage d'appât devient une chaîne létale qui s'étend sur un mois, remontant invisiblement à travers le réseau trophique. Les oiseaux de proie locaux, hiboux, buses à queue rousse, aigles à tête blanche, ne sont pas principalement charognards, mais ils s'empareront d'une souris morte dans la végétation basse, surtout en période de disette. Pour les rapaces adultes, une seule souris ne sera peut-être pas aiguement mortelle, mais les rapaces nourrissent leurs petits. Une génération d'échecs de reproduction chez les aigles ou les balbuzards ne deviendrait visible qu'au moment où les relevés de la saison de nidification commenceraient à révéler des arbres vides. Et puis vint la projection que personne dans la salle n'était prêt à entendre. La victime potentielle la plus grave de tout le programme n'était pas un oiseau. Ce n'était pas un raton laveur. Ce n'était pas un serpent. C'était un chat. 6. Le chat fantôme et le serpent. Personne ne mentionne 120. C'est pourtant l'estimation la plus basse et crédible du nombre de panthères de Floride encore en vie à l'état sauvage. 120 animaux. C'est la totalité de la population survivante d'une espèce qui occupait autrefois l'ensemble du sud-est américain, aujourd'hui concentrée dans le coin sud-ouest de la Floride, encerclée par les autoroutes, l'urbanisation et les Everglades elles-mêmes, ce même territoire où des millions de souris imbibées d'acétaminophène allaient bientôt tomber depuis des hélicoptères. Le biologiste spécialisé dans la conservation du puma de Floride, Daryl Land, a passé plus de 30 ans à suivre cette population pour le compte de la Commission floridienne de conservation de la faune et de la pêche. Grâce aux données de leur collier radio, il connaît personnellement la plupart des adultes encore en vie. Certains, il les suit depuis leur naissance. Il peut citer de mémoire les numéros d'identification de ceux qu'il a perdus lors de combats territoriaux, de collisions avec des véhicules ou de maladies. Quand il évoque les chiffres, une sorte de vide particulier s'installe dans sa voix. C'est le ton d'un homme qui a refait ce calcul trop de fois et qui ne veut toujours pas accepter le résultat qu'il obtient. Pour les félins, l'acétaminophène figure parmi les substances les plus dangereuses qui existent. Leur foie est dépourvu de la voie enzymatique qui permet aux humains de le métaboliser sans danger. Même de faibles doses provoquent une anémie hémolytique, autrement dit, la destruction des globules rouges. Une défaillance hépatique s'ensuit rapidement. La quantité susceptible de provoquer un malaise passager chez un raton laveur de 15 kg peut tuer un puma de 60 kg. Les pumas de Floride sont des prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire. Ils chassent le cerf et le sanglier sauvage. Mais les grands prédateurs sont aussi des opportunistes. Une souris morte accrochée dans des branches basses représente 0 dépense d'énergie, 0 risque et des protéines gratuites. C'est exactement le genre de repas facile qu'un grand félin saisit sans la moindre hésitation. Les pumas fouillent les carcasses. Ils explorent les odeurs inconnues. Ils se déplacent précisément dans les zones où les lâchers de souris seraient concentrés, près des points d'eau, à la lisière où les marécages rejoignent les prairies de marisques. Imaginez la scène. Un puma de Floride, l'un des 120 encore en vie sur Terre, avançant dans les broussailles au crépuscule. Il découvre une souris morte coincée dans des branches basses. Il l'avale en 3 secondes et repart, déjà condamné, sans aucun moyen de le savoir. Land a décrit la perte de seulement 2 ou 3 individus lors d'une campagne de leurre comme quelque chose que cette population ne peut littéralement pas absorber. Il n'existe aucune marge de sécurité, aucune réserve. L'évaluation des risques pour le puma, réalisée dans le cadre de la stratégie de largage de souris, aboutit à la même conclusion dans toutes ses versions.
Ce dispositif ne peut être déployé à l'intérieur ou à proximité immédiate du territoire actif des pumas, sans risquer d'accélérer une extinction déjà en cours. Or, le territoire des pumas et celui des pitons se recoupent presque entièrement dans le sud de la Floride. Il existe encore un autre animal que ce programme atteindrait. Un animal dont vous n'avez probablement jamais entendu parler et qui compte peut-être davantage pour l'écosystème floridien aujourd'hui que presque n'importe quelle autre espèce. Le serpent indigo de l'Est est le plus long serpent indigène d'Amérique du Nord. Il est également l'un des rares animaux en Floride qui traque et tue activement les jeunes pitons birmanes. Il les pourchasse, il les mange. Il représente le régulateur biologique qui devrait normalement contenir la prolifération des pitons depuis l'intérieur de l'écosystème. Sa population s'effondre sous l'effet de la destruction et de la fragmentation de son habitat depuis des décennies. Des programmes gouvernementaux coûteux sont actuellement en cours pour reconstituer les effectifs d'indigo par l'élevage en captivité et la réintroduction. Or, le serpent indigo de l'Est mange des souris. Si des largages de leurres commencent dans les Everglades, l'indigo tombera nécessairement sur ses appâts. Personne ne sait s'il présente la moindre résistance à l'acétaminophène. Aucun test n'a jamais été conduit. Le risque est réel, impossible à quantifier, et absent de la quasi-totalité des discussions publiques autour de ce programme. Il existe encore un autre problème structurel lié au largage lui-même. Le déploiement aérien n'est pas un outil de précision. Une proportion significative des souris appâts atterrira dans l'eau. Les pitons birmanes sont semi-aquatiques, leur habitat étant par définition lié à la proximité de lacs, de marécages et de rivières à faible courant. Cela signifie que les largages se concentrent nécessairement près des zones humides. Cela signifie que les poissons consommeront les souris tombées dans l'eau. Et cela signifie que les chaînes alimentaires aquatiques absorbent la substance d'une manière qu'il est pratiquement impossible de surveiller ensuite. Les crotales diamantins de l'Est, les mocassins aquatiques de Floride, les couleuvres indigènes, tous rencontreront des souris appâts. Un programme de l'envergure envisagé ne constituerait pas une simple perturbation mineure. Ce serait une intervention à l'échelle continentale, déployée de façon répétée année après année, dans un écosystème qui fonctionne déjà avec des marges réduites pour presque chacune de ces espèces. 3 jours après le largage du mardi, Reyes est de retour sur le terrain, cette fois à pied, progressant à travers des eaux peu profondes en direction d'un piège photographique attaché avec un serre-câble à une racine de cyprès, au sud d'Alligator Alley. La caméra tourne depuis 72 heures. Il retire la carte SD, charge les images sur un ordinateur portable renforcé posé sur le capot de son camion et fait défiler les séquences. Ce qui apparaît à l'écran n'est pas ce que le programme a été conçu pour trouver. Un opossum, le museau frémissant, qui tire une souris à pas par son ruban de carton dans les herbes. Un raton laveur, 30 minutes plus tard, au même arbre. Un grand héron blanc immobile dans le cadre, la tête levée vers la canopée, pendant un long moment. Aucun jeune python. Pas en 72 heures. Pas sur ce site. Il consigne les horodatages. Il note les espèces. Il reprend la route vers l'emplacement suivant. C'est la partie du programme que les communiqués de presse ne couvrent jamais. Celle où les gens qui le font tourner apprennent en temps réel exactement qui continue de se présenter à un piège qui n'a pas été conçu pour eux. Où cela laisse-t-il la Floride? La Floride n'a jamais traversé ce calcul précis auparavant, mais elle a observé ce qui se passe quand une intervention biologique à grande échelle se heurte à la résistance du public. Au début des années 2020, la société de biotechnologie Oxitec a reçu l'autorisation de lâcher des moustiques Aedes aegypti génétiquement modifiés dans le comté de Monroe, en Floride. La science était solide. Des mâles modifiés dont la descendance porte un gène autolimitant, réduisant la population porteuse de maladies sans recourir à des produits chimiques. Aux îles Caïmans, la même méthode avait réduit les populations de moustiques de 80%. Au Brésil, un programme de lâcher d'1 an avait atteint 95% de réduction. En Floride, la réaction fut immédiate et volcanique. Des résidents se sont présentés aux réunions avec des pancartes, les surnommant moustiques Frankenstein. Des procès ont suivi. Les assemblées communautaires sont devenues des scènes de cris.
Quand une étude de Yale a suggéré que certains moustiques modifiés au Brésil avaient laissé des traces génétiques dans les populations sauvages, le titre a circulé bien plus vite que le démenti scientifique. La réponse soigneuse d'Oxitec a à peine été entendue. Il ne s'agissait que d'un moustique, un insecte que tout le monde déteste. Le public a quand même fermé la salle. Imaginez maintenant l'annonce. Des millions de souris mortes imprégnées d'un analgésique courant, larguées depuis des hélicoptères dans les Everglades, où elles seront également consommées par des ratons laveurs, des panthères, des aigles, des serpents indigos, des chats errants, et tout ce qui circule dans la zone humide la plus riche en biodiversité d'Amérique du Nord. Les réunions publiques pour cette annonce ne se passeraient pas dans l'ordre. Les recours seraient déposés avant même que les hélicoptères atterrissent. Les groupes environnementaux seraient au tribunal avant que l'encre sèche sur la proposition de programme. Les résidents vivant à proximité des zones de largage voudraient savoir ce qui se passe quand leurs chiens trouvent une souris à pas dans l'herbe en bordure des arbres. Personne n'a de réponse claire à cette question non plus. Et la seule question à laquelle l'État devrait répondre sans cesse devant toutes les caméras de la salle est précisément celle à laquelle il ne sait pas encore répondre. Que deviennent les 120 ? Alors, que fait concrètement la Floride en ce moment ? La chasse aux pitons se poursuit. Des milliers d'animaux retirés chaque année par des contractants professionnels, des agences d'État et des chasseurs en compétition. Ça compte. Ça ne suit pas le rythme. Les chiffres n'ont pas changé. La capacité de reproduction continue de dépasser les retraits par une marge que confirme chaque modèle honnête dans le domaine. Des chiens de détection entraînés à localiser les pitons par leur odeur ont montré de véritables résultats lors d'essais contrôlés, trouvant des animaux dans des terrains que des chercheurs humains avaient traversés sans rien remarquer. Le suivi radio de femelles capturées pour identifier les regroupements reproducteurs a permis des retraits ciblés qui n'auraient autrement pas été possibles. Suivre une seule femelle équipée d'une balise radio jusqu'à un groupe de reproduction rassemblant une douzaine de mâles ou plus est devenu l'une des tactiques de terrain les plus efficaces actuellement utilisées. Et cela fonctionne précisément parce que ça retourne la biologie du python contre lui-même. Des chercheurs étudient les pièges à phéromones, les attractifs chimiques et les contrôles biologiques à base de pathogènes. Des approches génétiques, vaguement inspirées du cadre du moustique Oxitec, sont discutées à un niveau théorique, bien que les obstacles réglementaires et d'acceptation publique liés au lâcher de reptiles génétiquement modifiés dans une zone humide publique dépasseraient de loin tout ce qu'a affronté le programme anti-moustique. Aucune de ces solutions n'est prête, aucune n'est bon marché, aucune de ces solutions n'est déployable à l'échelle qu'exige la crise. Et aucune ne possède la brutalité simple et aérienne du largage de millions de souris empoisonnées depuis un hélicoptère, regardant une population s'effondrer vue du ciel. C'est précisément cette simplicité qui rend la stratégie des souris si difficile à abandonner, même en connaissant tout ce qu'elle implique. Les Everglades se sont révélés être exactement le mauvais écosystème pour chaque solution qui fonctionne ailleurs. Les mêmes qualités qui en font la zone humide la plus riche en biodiversité d'Amérique du Nord, sa complexité, son interconnexion, son extraordinaire enchevêtrement d'espèces qui se nourrissent les unes des autres et en dépendent, rendent quasiment impossible toute intervention à grande échelle sans que celle-ci ne devienne à son tour une forme de catastrophe. Chaque outil suffisamment puissant pour entamer la population de pitons est également capable d'endommager autre chose qui ne peut pas se permettre d'être endommagée. Ce n'est pas un problème que l'on résout avec une meilleure ingénierie. C'est une caractéristique structurelle du lieu lui-même, et le python n'attend pas que la solution arrive. Quelque part dans les herbes des marais sous le couloir aérien qu'a survolé Reyes ce mardi matin-là, une femelle python est enroulée étroitement autour d'une couvée de 80 œufs, maintenant exactement la température dont ils ont besoin. Sans bouger, sans chasser, invisible à tout ce qui passe au-dessus d'elle. Sans peur de quoi que ce soit, sans aucune raison de l'être, elle n'a jamais rencontré de menace qu'elle ne pouvait pas surmonter. Elle n'a pas conscience qu'un État tout entier a passé des décennies et dépensé des centaines de millions de dollars à chercher un moyen de l'atteindre. De là où elle se tient dans les herbes, aucun de ses efforts n'est jamais parvenu jusqu'à elle. C'est là, en toute honnêteté, que cette histoire s'arrête.
Pas sur une solution, pas sur une défaite, sur une femelle python et 80 œufs, et une zone humide qui ne dispose pas encore d'une réponse à la hauteur du problème qui vit en son sein. Si c'est le genre d'histoire dont vous voulez davantage, des histoires que le reste du pays n'entend pas, abonnez-vous maintenant pour que la prochaine vous parvienne dès sa sortie. Et si cette histoire vous a perturbé, attendez de voir ce qui se passe quand l'aire de répartition du python commence à s'étendre vers le reste de la Floride. C'est la prochaine,